Eh bien, bonsoir. Voilà, nous sommes aujourd'hui jeudi 7 mai, la veille d'un jour férié. Les marchés seront ouverts. Donc, c'est Noël Clément qui est avec vous ce soir. Et donc, j'aurai le plaisir de commenter la clôture des marchés européens. Vous avez en incrustation déjà le rappel légal. Ça nous permet donc de tout de suite parler justement de la clôture du CAC 40 qui lui donc termine avec une belle hausse de 1,54% à 4501,44. Le DAX, lui, est à 10 759,27 avec une hausse de 1,44%. Alors, depuis quelques jours, on a fait une évolution sur le Market Insight puisque vous avez une partie qui vous permet d'avoir maintenant une partie fondamentale et il y a d'ailleurs un bon retour puisqu'on a échangé justement sur les commentaires du Marketing Side et a priori donc ça a l'air de plaire. Alors on va évoluer, on va affiner, on va peaufiner pour que l'on puisse apporter quelque chose de correct. Et pour commencer ce matin, nous avons eu donc la Chine qui a déjà donné le ton et qui a permis au marché donc de s'orienter à la hausse puisque les exportations donc se sont avérées donc bien meilleures que ce qui était attendu puisqu'ils attendaient donc une baisse par rapport au mois précédent sur un glissement annuel donc de moins 15% et nous avons eu une hausse de 3,5%, ce qui est donc forcément donc été bien perçu par le marché. Alors bien sûr, il y a toujours donc des nouvelles qui sont mauvaises, puisque nous avons eu donc des publications en Europe qui se sont avérées elles très mauvaises, notamment au niveau de la production industrielle sur la France et l'Allemagne, mais ça n'a pas donc empêché donc le marché de continuer à monter. Et puis il y avait donc un point d'orgue qui était super important, qui était celui justement donc des demandes d'allocation chômage hebdomadaire, comme tous les jeudis. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis donc le Nasdaq pour montrer que là on est donc en H4 et que l'on est donc sur les plus hauts de la séance et on est sur le point même de passer les plus hauts records depuis le rebond. Et avant déjà, donc j'aimerais vous parler aussi de Tesla, puisque je ne sais pas si c'est une information que vous avez eue, qui est passée assez inaperçue. Il y a un rapport Bloomberg qui a mentionné le fait que Tesla a suspendu la production de son usine de Shanghai, donc en Chine, et cette production donc aurait dû normalement reprendre aujourd'hui, 5 jours après, puisqu'on le sait après, mais que a priori c'est reporté donc au samedi 9 mai. Bah, les Chinois donc commencent à travailler le samedi, peut-être même le dimanche, et donc bon, il n'y a rien d'officiel de la part de la société, mais c'est quand même Bloomberg qui l'a révélé, donc on peut supposer que c'est une information juste. Et c'est vrai que Tesla est donc une entreprise un peu à part. Bon, le problème, manifestement, c'est un problème de pénurie de composants. Donc, ça veut dire que tous les déconfinements et les déblocages que nous avons donc en Europe et dans les pays occidentaux et notamment aussi en Asie du Sud-Est, même si on est plein de bonne volonté, il y a peut-être maintenant aussi un autre problème également donc d'approvisionnement, puisque tous les stocks donc sont complètement épuisés. Il va falloir donc les renouveler, mais sauf que si on peut pas les renouveler parce que justement ils sont pas fabriqués, voilà, donc on a encore des problèmes qui sont forcément donc devant nous, de tout, de tout ordre, et notamment donc justement au niveau donc de ces fameuses demandes d'allocation de chômage, eh bien, elles sont mauvaises, hein, mais elles sont moins mauvaises que ce qui était attendu. Donc, ce qui fait que en réalité, bien sûr, c'est mauvais. Donc, le marché donc a un peu tassé son avance au moment d'ouverture. Donc la statistique est arrivée à 14h30 et l'ouverture des US commence à 15h30. Et on attendait donc une augmentation de demande d'allocation chômage de 3 millions et c'est sorti à 3 millions 169. Mais précédemment, on était à 3 millions 8. Et ça fait quand même 5 semaines de suite que cette, cette, ces demandes d'allocation, qui sont donc toujours nouvelles demandes, la dynamique de ces demandes est en baisse. Donc forcément, on valide plus une sorte de moyenne mobile de gravité qui est en baisse, et du coup c'est une bonne nouvelle. Tant mieux.
tant mieux donc si effectivement donc c'est traduit comme cela. En tout cas demain, il y a donc quelque chose de bien plus important qui s'appelle donc les NFP, les non-farm payroll, qui s'appelle donc également autrement les créations ou les destructions d'emplois. Et nous attendons donc plus de 20 millions. Et donc là c'est pareil, le marché donc est dans une expectative. Et c'est peut-être là donc qu'il va donc prendre une directionnelle. En tout cas, ce que l'on voit sur le Nasdaq 100, eh bien, c'est que nous sommes en train de faire un sommet. Nous l'avons vu tout à l'heure, donc justement dans le live streaming avec les clients. Et l'idée, c'était justement, je les mettais en garde parce qu'on pouvait donc aller très très bien chercher un point haut qui pourrait donc être non plus sur les 78,6%, hein, les retracements de Fibonacci, vous commencez à connaître. Hein, c'est le retracement, si vous voulez, donc de toute la baisse hein, qui a commencé. Donc on prend le sommet ici, on prend la maxi basse ici, et donc on applique un pourcentage, et on va dire 50%, hein, donc c'est la moitié, hein, donc c'est ici. Donc il a bien sûr dépassé, contrairement au CAC 40 qui lutte encore pour l'atteindre. Et par contre, lui, il est en train de travailler les 78,6%, ce sont des retracements de Fibonacci, ne soyez pas étonnés donc de ces chiffres un peu bizarres. Et il pourrait même attaquer donc le retracement quasi ultime donc de 88,6% qui se situe à 9400 points. Et également avec les clients donc d'XTB, nous avons également vu une autre hypothèse sur cet indice, puisqu'il est en H4 ici. Nous aurions ici un sommet qui a été battu par un autre sommet, qui va peut-être là maintenant être battu encore par un autre sommet. Et dans les structures en chandelier japonais, il y a des structures qui s'appellent des structures approchantes justement des épaules tête-épaule, mais qui sont en trois bouddhas. Alors vous regarderez sur internet, vous verrez, c'est toujours des termes qui sont assez fleuris, qui sont assez amusants. Mais l'idée, c'est que de toute façon, nous avons quelque chose qui serait ici en noir sur une ligne de coup, qui nous permettrait de voir que si effectivement on vient faire ce sommet qu'on reflue sous les 88,6 et qui correspond également donc à un gap baissier, qui est le gap baissier de rupture baissière, donc qui est intervenu ici, c'est peut-être le 24 février. Oui, c'est ça, le 24 février, bonne mémoire. Donc, ce qui fait que là, aujourd'hui, donc, il est probable qu'on vienne chercher donc ce point ultime. Et le Nasdaq, c'est le seul à être allé si haut. Et auquel cas, donc, si on viendrait donc à monter donc si haut, nous aurions un autre objectif à ce moment-là, donc de support et de risque de cassure de support, qui se situerait donc, si on est dans une hypothèse de verticale quasiment, en tout cas avec une pente assez importante, on arriverait donc aux alentours du peut-être lundi, mardi, sur les 8700 points. Bon, ça, ce ne sont que des hypothèses. En tout cas, on ne pourra pas le casser d'un seul coup, puisque comme on le sait à chaque fois, donc les moyennes mobiles, elles, en tout cas pour la 144 période, c'est les moyennes mobiles de Fibonacci, elles sont très haussières. Donc il faudra d'abord venir donc l'enfoncer, revenir à la moyenne, backtester, et à ce moment-là on pourra avoir donc une moyenne mobile à 144 périodes devenir plate. Et seulement après, quand elle sera plate, on pourra repartir donc pour une relance baissière. Ça n'est pas un espoir de ma part, c'est simplement une lecture que je fais et qui nous permet donc de dire cela. Bon, donc aujourd'hui nous allons parler ensuite du Dow Jones, du café, du zinc, de l'or, et si on a aussi, aussi un petit peu de temps, du GBP USD. Alors on va pas perdre de temps. Le Dow Jones. Alors là, le Dow Jones, vous l'avez en 15 minutes. Pourquoi je l'ai gardé comme cela? Parce que c'est très simplement donc un outil de travail que l'on a vu utiliser tout à l'heure, justement lors du live trading. Et l'idée donc c'était de voir que effectivement nous avions quelque chose comme ça qui aurait pu être assimilé donc à un double creux. La personne donc, qui avait donc donné cette idée, donc c'est de qui je parle. Et il y avait également donc dans cette structure quelque chose qui pouvait ressembler également donc à un trend dossier. Bon. D'ailleurs, j'espère que le micro il est mieux réglé cette fois-ci, parce qu'on m'avait fait des remarques comme quoi donc c'était un peu trop aigu. Donc il fallait que je descende dans les graves. Donc je peux aussi descendre dans les graves, c'est pas un problème. Donc alors à partir du moment où nous avons donc ce trade haussier, ce trend dossier, eh bien nous avions aussi la possibilité donc de visualiser, de dessiner un triangle symétrique. Et donc ce triangle symétrique ne nous dit pas donc si on va sortir par le haut ou par le bas. Et donc moi mon idée c'est de dire on va observer. Et il s'avère qu'a priori
eh bien, ce trend est correct. Il est d'autant plus correct également, donc il y avait aussi l'idée donc de voir qu'au niveau des moyennes mobiles, notamment pour la moyenne mobile à 55 périodes, celle qui est donc en violet celle-ci, là, elle est un peu plus épaisse, elle était donc déjà passée haussière, et elle avait également aplati donc l'autre moyenne mobile à 144 périodes, qui est ici, qui est donc sur une moyenne plus longue, et le fait donc de pouvoir aussi donc l'aplatir et de même l'orienter à la hausse faisait qu'on pouvait avoir une suspicion haussière. L'autre lecture que l'on peut avoir, c'est vis-à-vis donc de l'ADX, puisque là on est en 15 minutes, on est toujours d'accord, donc c'est du court terme, faut pas non plus faire une généralité. Et nous voyons donc qu'il y avait donc effectivement une inflexion sur la partie haussière, mais nous avions toujours un ADX qui était au-dessus et un DI+ qui était donc au-dessus du DI-, nous n'avons pas de croisement. On va observer en tout cas pour voir donc si effectivement donc le Dow Jones suit la même santé que le Nasdaq, même s'il est quand même beaucoup plus faible, hein, puisqu'on voit que là le record haussier, donc on en est quand même loin, hein, puisqu'on est actuellement à 23 008, en dessous de 24 000. Et là, donc, revenir donc sur les sommets, ça voudrait dire donc, de revenir quasiment sur les 25 000. Donc on n'y est pas. Mais en tout cas, si c'est cohérent cet ensemble-là, normalement, effectivement, le Dow Jones devrait monter. Bon, jusqu'où? Difficile à dire. Alors, le café. Eh bien, aussi, c'est également un travail que l'on avait fait donc avec l'équipe, avec les clients du moins, donc du live trading. Et il y a eu donc une proposition donc de trade, donc faire un trade plutôt en short au départ, donc sur le café, puisque là vous l'avez en H1 en horaire. Et donc le café donc qui était donc toisé par une moyenne mobile donc à 144 périodes, c'est toujours la même, elle est en orange, c'est toujours la même couleur. Et donc comme elle était baissière, eh bien c'était donc une hypothèse assez correcte de voir donc les prix échouer donc à pouvoir la passer. Pour la passer, donc il vaut mieux donc effectivement donc continuer à attaquer donc plutôt par le haut et pour la passer haussière. Mais étant donné que là donc il y a déjà pas mal de force qui a été utilisée, l'idée c'est plutôt donc de revenir donc sur un point bas, peut-être même donc de dépasser le plus bas. Et auquel cas donc si on dépasse le plus bas, on rentrerait dans le cadre donc d'une divergence haussière. Divergence haussière, ça veut dire qu'on aurait les prix qui eux donc feraient donc un plus bas. Donc je le schématise comme ceci avec cette ligne orange là. Un plus bas, on viendrait par exemple sur cette zone. Le point le plus bas précédent, c'était celui-ci, donc on a bien une pente négative. Par contre, eh bien, il faudrait donc observer sur le MACD pour voir si nous conservons donc une pente positive sur le MACD. Alors la lecture peut être faite donc en H1 ou en H4, donc ça sera à voir par la suite. En tout cas, gardez un œil dessus, c'est quelque chose qui peut être sympa. En tout cas, la sortie est attendue quand même à la hausse, même si là, donc ce trade-là donc était plutôt parti pour faire un trade donc en short. Nous sommes entrés dans une sorte de biseau descendant à connotation haussière, et ce qui voudrait dire que si tout cet ensemble-là donc est cohérent, on pourrait donc sortir par le haut et revenir rechercher à nouveau donc le gap hein, qui est aux alentours des 121 $. Bon, le zinc. Eh bien, pareil, il y avait aussi une proposition qui avait été faite. Donc là, tout ça, ce sont des propositions qui sont exclusivement donc envoyées donc aux clients XTB, donc ils l'ont donc forcément donc en avant-première. Et la proposition a été faite de passer à l'achat donc à 19,49 sur le zinc parce que on était dans une structure de consolidation. Alors bien sûr ces structures-là, donc si on considère que là nous avons un mât, ici nous avons un drapeau, eh bien il y a forcément donc un gros risque. On avait un gros risque de voir donc ce drapeau se transformer donc en drapeau baissier, et partir à la baisse. Mais il y avait une autre structure en attendant qui rappelait donc plutôt une tasse ici, pour faire référence donc à d'autres techniciens comme François Baron, j'en parle souvent, et une anse, avec une ligne de coup donc commune. Et là, cette ligne de coup, on va pas en dessiner une autre, hein. C'est on va reprendre ce trait orange qui correspond donc à un repassement de Fibonacci de 23%. Et l'idée donc c'était donc d'acheter donc le dépassement donc de cette structure, et c'est pour ça que ce qu'on a été fixé à 19,40 avec une première cible à 19,97. Donc là, bonheur, puisque nous avons fait un gap haussier, le voici, ici, précisément. Un gap haussier, généralement un gap de rupture, soit à la baisse, soit à la hausse. Donc généralement, si c'est à la baisse, comme ça s'est passé le 24 février, donc c'est une catastrophe, et donc les marchés donc, sont en sell-off. Et si c'est à la hausse, c'est pas forcément non plus donc un retour donc pérenne haussier, mais en tout cas, donc c'est un démarrage haussier. Donc c'est pour ça que là, je l'ai mis donc en
D'ailleurs, il ne devrait pas être en rouge, il devrait être plutôt en vert. Voilà, donc, au moins comme ça, la correction sera faite devant vous. Et derrière, donc, nous avions un objectif à 19,97, il a déjà été atteint, et le deuxième, donc, il est à 2039, il est situé juste en dessous, justement, du gap. Alors ça, c'est plutôt un gap de continuité haussière. Il y en avait déjà eu un ici, il y avait eu un gap de rupture baissière, hein, vous voyez comment ça marche. Voilà. Donc l'objectif, c'est justement pour sécuriser donc les trades, pour avoir un trade propre, sans trop de risques. Maintenant, le stop loss qui était à 17,64, il n'a plus lieu d'être à cet endroit. Donc si vous avez acheté à 19,49, vous pouvez le remonter et le placer juste au-dessus pour avoir un trade à 100% gagnant, donc à 19,50 par exemple. Le gold, l'or. Pareil, je sais plus, c'est il y a 3 jours peut-être, sur le Market Insight, j'avais fait donc une digression, puisque les constructions étaient plus basées sur une structure sur l'or, ils ont H4, avec une forme donc d'épaule, tête-épaule, de haute tendance. Mais on pouvait aussi lire également donc une structure en triangle, en drapeau. Et de la même manière que on a vu avec le zinc, on a un mât, on a un drapeau, normalement, donc la sortie doit être par le haut. Sauf que la différence entre le zinc et l'or, c'est que le zinc, il avait donc une structure donc en triangle rectangle. On va revenir en arrière. C'est un triangle rectangle, c'est-à-dire que vous avez donc une résistance qui est horizontale et une oblique donc qui forme donc un triangle rectangle, un peu simulé, si vous voulez, dans la partie droite. Eh bien, l'or, c'est très différent. C'est un triangle symétrique. Et un triangle symétrique est réputé être sans connotation de sortie, ni à la hausse ni à la baisse. Ce qui donne une idée donc de la hausse, c'est surtout donc le fait que l'on ait un mât. Et auquel cas, donc, cette structure avec un mât et un drapeau, même s'il est symétrique, nous donne donc une probabilité plutôt haussière. Bon, en tout cas, si je l'ai sélectionné ce soir, c'est parce que là, il était en train, donc en H4, donc de tester donc cette partie haute. Donc, il faudra observer pour voir donc si effectivement donc nous avons donc un succès dans ce franchissement. En tout cas, s'il existe, ça devrait être un franchissement donc à très haute vitesse, puisqu'on ne franchit généralement pas ce genre de structure au ralenti. Généralement, donc, ça se fait donc avec des gros décalages. En tout cas, si c'est à la hausse, ça serait un gros décalage haussier, voilà, qui nous emmènerait donc très au-delà donc de 17,50. Et donc, j'espère ne pas avoir été trop long. Voilà, le GBP USD. Le GBP USD, pareil, il avait été abordé aussi avec, bon, personnellement, donc j'étais laissé, mais j'avais révisé mon point de vue puisque il donnait donc des idées, des solutions, des possibilités plutôt haussières, puisque nous avions donc une formation qui pouvait rappeler une structure un peu comme les épaules tête épaule inversées, hein. Vous avez la tête, vous avez les épaules, sauf que là il manque une épaule à cet endroit-là, hein, il n'y a pas d'épaule. Hein. Donc on reprend encore François Baron, nous avons ici la tête et nous avons ici les épaules. Pardonnez-moi. Nous aurions plutôt ici l'anse, pardonnez-moi, et ici, enfin la tasse ici et l'anse qui se trouverait ici. On a aussi d'autres structures qui s'appellent également les structures en Adam et Ève. Ici on aurait Adam et ici on aurait Ève. Vous regarderez sur internet, vous comprendrez. Donc là maintenant ce qui se passe avec le GBP USD, j'étais négatif tout simplement parce qu'il y avait donc une inversion de polarité donc sur cet actif qui était justement situé notamment avec cette zone-là, qui était plutôt une zone de support. Donc là, je vais la dessiner ici. Une zone de support, on pouvait remonter même loin, hein, comme cela. Là, ici. Donc là, je vais la mettre en vert. Et donc, cette zone-là, donc, je vais la mettre en vert. Voilà. Tant pis si c'est noir. Le noir, normalement, ça doit normalement symboliser des gammes. Bon. Et il y avait donc une zone qui, à cet endroit ici, donc, est une zone d'inversion de polarité. Je l'avais descendu tout simplement parce que il y avait un impact, mais surtout aussi parce qu'il y avait également donc, en délit une moyenne mobile qui passait. Toujours est-il que ce qui est important, c'est donc de reconnaître une zone d'influence. Ici, la zone d'influence, c'était un support. Ici, la zone d'influence, donc, à partir du moment où on la casse, elle change de polarité. Et il se trouve qu'on s'arrête donc une fois dessus.
Et à partir de là, donc ça donne forcément plus de force, et on s'est arrêté donc une deuxième fois dessus. Et donc j'avais donc mis l'idée que nous pouvions avoir donc une structure en épaule, tête-épaule, voilà, quelque chose comme ça, ou bien nous pouvions avoir aussi un train qui pouvait donc partir à la baisse. Bon, je n'étais pas fixé. Et là maintenant, nous avons quelque chose de plus précis, puisque nous avons donc une structure en épaule tête-épaule qui est quand même beaucoup mieux dessinée, puisque là on peut dessiner avec une ligne de cou qui est en vert ici, avec ici une épaule à gauche, avec au milieu une tête, donc qui est plus haute, et ici donc une deuxième tête. Alors vous allez me dire donc elle est tronquée. Alors on va reprendre encore une fois donc l'idée des trois Bouddhas. Et ce qui est vraiment très important là-dessus, c'est quoi? Soit on a donc une structure en double sommet, en double top, puisque là quand même on vient ici taper dans deux zones qui sont quand même des zones quand même très très résistantes. Double top parce que on revient quand même de très bas, hein, de 1,14, 1,15, pour revenir donc sur les 1,26. Et donc cette zone-là, donc, elle deviendra un double top si cette ligne de cou est franchie. Si elle est franchie, eh bien il suffit de reproduire donc cette hausse, cette partie au-dessus de la ligne de cou, en dessous, et donc nous aurions donc un objectif, un premier objectif évident. Évident puisqu'il est mesuré, quoi, c'est évident. Donc qui serait aux alentours des 1,18,3. Bon, on en reparlera de toute façon. Là-dessus, donc, il n'y a pas eu encore de recommandation. S'il y en a une qui intervient, il est vraisemblable qu'elle intervienne ici. La dernière chose que l'on pourrait faire, c'est simplement d'ajouter donc les Bollinger Bands. Il faut toujours équiper vos graphiques, parce que les mettre complètement nus, ça pose parfois donc des problèmes donc de lecture, et d'avoir donc des outils, ça permet donc d'avoir une vision un peu plus claire des choses. Donc là, je le repasse donc en daily. Pourquoi je le repasse en daily? C'est parce que simplement ces fameuses bandes Bollinger, pour qu'elles créent une bulle de volatilité, une bulle de chaos, comme là ici nous avons donc un resserrement des Bollinger, et lorsque l'on part en directionnel, forcément donc vous avez des B sub qui montent et des B1, c'est son calcul qui fait ça. Donc là on est revenu dans un régime de resserrement donc de volatilité, de bandes Bollinger resserrées, et ce qui veut dire que par la suite nous allons avoir un directionnel. Alors bien sûr ce directionnel peut être à la hausse ou à la baisse. Ce qui minore la hausse, c'est que tout simplement, donc, nous avons donc, les moyennes mobiles, et notamment la 144 qui est baissière, qui est passée en dessous de l'autre moyenne mobile à 377 périodes, qui est baissière aussi, plus également cette zone d'inversion de polarité. Autant dire que là, donc, avoir donc, les deux double tops ici, enfin, moins ce double top, ces deux contacts-là, sont logiques. Donc, la logique voudrait que, normalement, on parte à la baisse. C'est pas fait, surtout qu'en plus, nous avons aussi donc la DX qui est là, qui lui donc donne déjà une indication en daily. Vous avez un croisement entre le DI plus et DI moins, mais il n'y a pas de tendance sur la DX. Donc à partir de là, donc il faut donc que le mouvement se fasse. Pour l'instant, il n'est pas. Voilà, je n'en fais pas plus. Je vous remercie donc pour votre patience parce que c'était un peu plus long que les deux dernières fois. Et je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon grand week-end. Puis vous pouvez donc m'écrire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Protégez-vous en tout cas entre temps donc avec des stop loss qui ne fonctionnent que pendant les séances, qui ne fonctionnent pas hors séance, donc des stop loss. Si à un moment donné donc, vous avez un risque, soit vous diminuez votre levier donc d'exposition, et à ce moment-là, vous pouvez donc faire éventuellement un overnight ou un overweek. Par contre, si vous mettez des stop loss, ne les utilisez qu'en séance, sauf pour le S&P, le Dow Jones, Nasdaq, etc., qui eux donc sont quasiment du H24, sauf le vendredi, puisqu'ils ferment pendant 48 heures. Le CAC, lui, il ferme à 22 heures, il rouvre à 8 heures. Donc là, auquel cas, si vous mettez un stop loss sur le CAC, ça ne fonctionnera pas. Si, ça va fonctionner, mais pas du tout au prix que vous l'aurez mis. Et donc, du coup, ça ne vous protégera pas. Voilà, merci, bonne soirée, à bientôt, au revoir.